les femmes sont à l'honneur dans les oubliettes de l'histoire. Oui, ça va, hein? Si, nous, on est extrêmement attachés à la parité. Aujourd'hui, on vous parle de Margaret Hastings. Comment ça, ça vous dit rien? C'est quand même elle qui, en pleine Seconde Guerre mondiale, au milieu d'une tribu de mangeurs d'hommes, a révolutionné l'histoire de l'aviation. Le point de départ de notre histoire, c'est Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, le Japon a fait changer de statut la Deuxième Guerre. D'européenne, elle est devenue mondiale. C'est ainsi qu'en mai 1944, un pilote américain effectue un vol de reconnaissance au-dessus d'un territoire, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ce qu'il découvre le stupéfait. Il survolte en effet une vallée, jusqu'ici non répertoriée sur les cartes, qui lui semble bien étrange. Aucun chemin, aucune route, rien ne semble permettre d'y accéder. Ah oui, petite précision, les images que vous voyez là sont les vraies images d'époque. Pas mal comme archive, non? Les Américains, toujours réactifs quand il s'agit de valoriser leur découverte, décident donc d'organiser des survols touristiques de la zone. Et oui, désormais, vous pouvez monter à bord et survoler la vallée perdue, peuplée de tancheres sauvages. Le dimanche 13 mai 1945, c'est donc un Douglas C-47 Skytrain qui décolle de la base d'Hollandia. À son bord, 24 passagers, parmi eux, le caporal Margaret Hastings. Maggie, pour les intimes, est la secrétaire de la base américaine en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et comme tous ses compagnons, elle frissonne à l'idée de découvrir, certes d'en haut, la mystérieuse vallée des mangeurs d'hommes. Et en matière de frissons, croyez-moi, ils vont tous être servis. Le souci, c'est que la couverture nuageuse ce jour-là, elle empêche toute visibilité. Du coup, le pilote, ce génie, il se dit « Hé, je suis plus malin que tout le monde, moi, je vais descendre !» Alors oui, il descend, oui, il traverse les nuages. Et bien ensuite, il crache son avion. Ah, bravo, bravo. En même temps, la vallée mystérieuse, elle est tellement isolée. Les montagnes, elles sont tellement hautes. Et les cartes, elles sont tellement... Ben rien en fait. Parce qu'il n'y a pas de carte. Donc le pilote, il a fait avec les moyens du bord. Vous l'avez? Bilan de l'opération, un avion en flammes et 19 cadavres. Il y a donc 5 survivants pour ceux de la classe qui n'écoutent pas. Margaret Hastings arrive miraculeusement à s'extraire de la carcasse en flammes de l'avion. Mais elle est brûlée sur une partie du corps et souffre de multiples coupures. Elle n'a plus de chaussures et doit donc se résoudre à récupérer celle d'un cadavre. Sympa. Le lieutenant McCollum et le sergent d'état-major Decker sont blessés également, mais vivants. À eux trois, ils arrivent à extraire 2 autres passagers de l'avion, 2 femmes, qui malheureusement succomberont à leurs blessures peu après. Ah si, quand même, il y a une bonne nouvelle. Nice. Dans la carcasse fumante de l'avion, ils arrivent à trouver de quoi se nourrir. Ils trouvent des bonbons. Non, je rigole pas, des bons becs. Du coup, la situation est grave, mais pas désespérée. Si, en fait, la situation est grave et désespérée. Alors, ils sont où nos survivants? Ils sont perdus au beau milieu de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un territoire qui, à l'époque, est certes sous contrôle américain, mais dans lequel il reste tout de même de nombreuses poches de résistance nippone. Mais franchement, à ce moment-là, les Japonais, Maggie, elle s'en tamponne le coquillard avec une patte de crabe. Non, le colossal souci, c'est la zone dans laquelle s'est écrasé l'avion avec Maggie à l'intérieur. Cette zone, les journaux de l'époque qui ont eu vent de la catastrophe la surnomment la vallée de Shangri-La. Ce nom est tiré d'un roman écrit quelques années plus tôt qui raconte l'histoire d'un crash d'avion au milieu d'une vallée perdue. Si, c'est véridique. Nos 3 militaires éclopés se retrouvent donc seuls, isolés, au beau milieu de la jungle. Une jungle peuplée d'animaux sauvages et d'une menace encore inconnue. Ces fameux autochtones, sont-ils pacifistes, guerriers, cannibales? Oui, mais ça doit être une légende, cette histoire de cannibales. Oui, sûrement. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, la préoccupation de Margaret et de ses compagnons d'infortune, c'est de parer au plus pressé. À savoir, 1. Récupérer du traumatisme et des blessures. 2. Se mettre en marche. 3. Sortir de la forêt. 4. Descendre de la vallée en espérant être aperçu par un autre avion. 5. Échapper aux cannibales. Commence alors une épopée ponctuée de souffrances et de craintes sur des dizaines de kilomètres. Restez avec nous, parce que je vous garantis que les 3 champions ne sont pas arrivés. Après plusieurs jours d'une marche harassante, le courage des 3 Américains est récompensé. Ils aperçoivent en effet un avion de la base qui largue plusieurs colis à quelques kilomètres de leur position. En général, ces colis sont composés de provisions, d'un kit de soins et d'un talkie-walkie. Mais tout d'un coup, problème. Oh, problemos! Alors qu'ils sont en marche pour tenter de mettre la main sur le fameux kit, seule lueur d'espoir depuis le début de ce cauchemar, ils font la rencontre tant redoutée depuis le début. Ils se retrouvent nez à nez
avec les habitants de la vallée. Et c'est une rencontre plutôt effrayante. Pour essayer d'établir le contact, Maggie leur propose des bonbons, les fameux bonbons de l'avion. C'est pour ça qu'on vous raconte tout. Et ça marche. Et plus encore, Maggie et ses acolytes se lient d'amitié avec la tribu. Alors, cannibale ou pas cannibale? Eh ben c'est pas si simple que ça. Maggie et ses amis apprendront par la suite que les autochtones sont bel et bien cannibales. Mais c'est un cannibalisme funéraire dans lequel ce peuple mange le... Face au risque de censure de YouTube, nous ne pouvons aborder cette question et préférons vous proposer cet extrait de documentaire abordant sans concession la reproduction des homards. Aucun risque donc pour Maggie et ses compagnons. Attendez, je parle dans le vide là depuis tout à l'heure? En même temps, sur YouTube, aujourd'hui, on sait qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je disais moi déjà? Ah oui, que Maggie et ses compagnons parviennent tout de même à éviter de servir de repas. C'est pas mal, non? Ils sympathisent même avec les Dani, sensibles à leurs mésaventures, qui vont même les aider à mettre la main sur le fameux kit de soins et sur le précieux talkie-walkie. Maggie peut enfin communiquer avec la base. Ben Affleck? Ah ok, je comprends. C'est une allégorie, un symbole si vous préférez. C'est pour dire que les Américains ils sont trop forts, l'oncle Sam, les sauveurs de la planète, Batman, tout ça, tout ça. Bon, nous, on n'a pas encore tout à fait le budget d'Hollywood. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant on bricole. Au passage, merci Pexel pour le coup de pouce et les images. Sans vous les gars. Revenons donc non pas à nos moutons, mais à nos brebis égarées. À partir du moment où ils remettent la main sur le fameux kit de soins et le talkie-walkie, va se mettre en place le sauvetage le plus fou de l'histoire de l'aviation. C'est intéressant cette scène parce qu'on touche vraiment la limite des images gratuites. En vrai, je vous assure que l'équipe de sauvetage, elle faisait plus sérieuse que nos gilets en plastique. La mission Sauvetage au cœur de Shangri-La est lancée. Étape 1, larguer les troupes au cœur de la jungle. Oh, ils sont trop kiki, on dirait des petits soldats verts dans Toy Story. Étape 2, enterrer les morts. Ben oui, parce que dans leur premier message, Maggie et ses compagnons, ils ont quand même tenu à préciser qu'il y avait des cadavres un petit peu partout, dans et autour de la carcasse de l'avion. Du coup, une vingtaine de croix en bois et une étoile de David ont également été parachutées. De quoi offrir une sépulture digne de ce nom aux pauvres âmes restées sur le lieu du crash. Étape 3, escorter les survivants jusqu'au point d'extraction. Les soldats parachutés se divisent en deux groupes. Le premier se dirige vers le cœur de la vallée pour y installer un camp de base, tandis que le deuxième groupe doit retrouver les 3 survivants. Aux États-Unis, la nouvelle du crash passionne les Américains. Les patrons de presse, toujours réactifs quand il s'agit de valoriser les histoires sordides, décident donc d'envoyer un reporter pour couvrir l'histoire de Miss Shangri-La, comme on commence à la surnommer. Un film est même tourné par le reporter pendant le retour vers le camp de base. Et ce film, ces images, eh ben on a mis la main dessus. On vous aime, hein? Allez. For 3.5 days, they walked down from the crash at 11,000 feet out of these Never Never Mountains, and the paratroopers led by Captain Walters. There's Maggie. She looks a little tired, but she's still walking in spite of the leg burns. And these are the Stone Age men we found in this valley. At last, Shangri-La. Les soldats ont retrouvé les survivants, ils sont descendus dans la vallée et ils sont arrivés au camp de base. Les archives c'est bien, mais c'est un peu, comment dire, chiant, non? En tout cas, si vous voulez voir les 13 minutes du document original, on vous met le lien dans la description. Nous, on continue à notre façon. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes? Peut-être. Mais enfin l'idée c'est quand même pas de faire du camping genre Yukaidi, Yukaida. Mais évacuer Shangri-La, c'est pas une mince affaire. La vallée est située tellement en altitude que les hélicos ne peuvent pas se poser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'air pour les porter. Et pour les avions, le problème est quasiment le même, puisqu'il n'y a tout simplement pas de piste pour qu'ils puissent se poser. Et pourtant, il y a quand même une vingtaine de personnes à évacuer. Ce casse-tête, il va être résolu par les casse-cous de l'armée. On vous explique comment.
Cette histoire, je vous le rappelle, se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, une période qui voit exploser de nouveaux aspects dans le déroulement du conflit. Le premier exemple, c'est que le conflit se déroule aussi dans les airs, une nouveauté par rapport aux autres guerres qui étaient surtout terrestres. Le deuxième point, c'est l'espionnage et le contre-espionnage. Des outils de surveillance aérienne vont alors être développés, comme les dirigeables, silencieux, et les planeurs, discrets, rapides et capables de voler sur de longues distances. Mais ces deux techniques, même si elles sont prometteuses, ont encore leurs preuves à faire. C'est cependant cette technique, celle du planeur, qui est choisie par les Américains pour sauver Maggie et ses camarades. C'est donc ça l'idée des Américains, poser un planeur et le refaire décoller ensuite. Ça, c'est la théorie. En gros, c'est du 50-50. En plus de ça, le pilote ne devra pas réaliser cet exploit une fois, mais 4, puisque seulement 5 passagers peuvent embarquer à bord du glider, non du planeur choisi pour cette mission. Mais avant ça, il faut créer la piste, c'est-à-dire déblayer le terrain sur plusieurs centaines de mètres pour permettre au glider d'atterrir et de redécoller. Et cette tâche, les soldats américains, ils vont mettre 1 mois à l'accomplir. Un mois plus tard, un courageux pilote peut enfin se lancer dans une périlleuse tentative pour tenter de poser le glider pour la première fois. Yes, here we are. Gently does it. Gently. Gently. Oh, beautiful landing. L'atterrissage se passe sans encombre, mais le vrai défi, c'est de repartir de Shangri-La. Les soldats installent donc un dispositif pour faire redécoller le planeur. Le principe sur le papier est plutôt simple. 2 mâts sont solidement ancrés dans le sol, une corde est tendue entre les 2 mâts et c'est cette corde que devra agripper un autre avion en plein vol pour faire redécoller le planeur. Ah ouais, c'est vraiment simple en fait? Bah non, c'est pas simple. Faut vraiment avoir 2 de QI pour penser que ça va marcher. De 1, ça n'a jamais été tenté. De 2, le glider est chargé comme une mule. De 3, la piste, elle ressemble plus à un champ de patates qu'à l'assise de Los Angeles. Et pendant ce temps-là, Maggie, elle fait le plein de souvenirs. C'est trop mignon. Bon, donc tout est finalement en place. La piste, ok, les passagers, ok, les mâts, ok, les souvenirs, ok. Bon ben, on y va alors. Après de nombreuses semaines de préparation, le périlleux sauvetage est enfin lancé. Nos boys, n'écoutant que leur courage, ont réussi leur audacieuse manœuvre. Grâce à l'ingénieux système déployé par les soldats parachutés dans la jungle, un avion a réussi à attraper en plein vol le glider pour arracher Margaret Hastings des griffes des terribles cannibales. Encore un succès pour la glorieuse armée américaine qui n'a de cesse de s'illustrer dans cette partie du monde. Maggie et ses 2 malheureux compagnons ont pu enfin retrouver le cocon douillet de la base d'Hollandia. Une foule bigarrée et impatiente les attendait à leur arrivée. Nos survivants sont donc éprouvés, mais en vie. L'épopée de Margaret Hastings, Miss Shangri-La, est un véritable morceau de bravoure. Bravoure d'abord parce qu'elle a su déjouer les pièges de cette jungle et arriver à faire ami-ami avec les Dani, arrivant même à se faire aider par la tribu. Bravoure aussi de ce groupe de militaires qui, dans un environnement terriblement hostile, a réussi à mettre en place une technique terriblement audacieuse. De retour au pays, Margaret Hastings est devenue un véritable symbole de résilience en même temps que celui d'une Amérique triomphante. Dommage qu'elle aussi soit tombée dans les oubliettes de l'histoire. Mon sucre, on a fini. Et si vous ne voulez pas qu'on finisse dans les oubliettes de YouTube, merci de vous abonner.